Bonjour et bienvenue sur le plateau de la Web TV du pays de Montbéliard, de l'IUT Belfort-Montbéliard. Je suis Khadija Kefous en première année de BUT MMI et nous sommes aujourd'hui à la Roselière à Montbéliard pour la fête de la science. Je suis actuellement accompagnée de Marie-Cécile Perra, bonjour. Bonjour. Et de Vincent Bertrand. Bonjour. Marie-Cécile qui est enseignante du département GE2I, qui est génie électrique et informatique industrielle, chercheuse à l'Institut FEMTO-ST, directrice du FC Lab, ambassadrice de la Fête de la Science de Bourgogne-Franche-Comté. Monsieur Bertrand est enseignant à l'UFR STG, chercheur au laboratoire CRES et les deux sont actuellement à l'UFR SDJ. Madame Perra, qu'est-ce qu'un enseignant-chercheur pour vous? Alors, un enseignant-chercheur a deux missions, comme son nom l'indique. C'est un petit peu comme les enfants quand ils veulent être pompiers-boulangers. Mais là, les deux missions sont reliées. Il s'agit de la formation dans l'enseignement supérieur et de la recherche. Et l'idée de coupler ces deux fonctions et de pouvoir faire cascader très rapidement les dernières découvertes dans l'enseignement, de manière à avoir un enseignement toujours à la pointe. D'accord. Et quelle matière vous enseignez à l'UFR? Alors moi, j'enseigne le génie électrique, tout ce qui concerne la production et les usages de l'électricité. Et vous, monsieur, qu'enseignez-vous? Alors moi, j'enseigne l'économie en général, donc à la fois des enseignements de base en licence et puis des choses plus pointues effectivement en master où on essaie d'imprégner nos résultats de recherche dans nos enseignements. Et donc voilà, c'est autour du fonctionnement des marchés, l'impact que ça peut avoir sur les entreprises, les ménages, comment il y a des problèmes dans le fonctionnement des marchés qui nécessitent de mettre en place des politiques économiques pour corriger. Alors moi, je fais de l'économie de l'énergie et ce qui m'intéresse particulièrement, c'est le prix du carbone. Donc une politique, c'est le prix du carbone pour corriger des soucis dans le fonctionnement des marchés et liés au changement climatique. L'hydrogène est au cœur de vos deux spécialités de recherche. Pourquoi ce sujet nécessite l'intervention d'énergéticiens, d'énergéticiennes et d'économistes? Mais parce qu'on voit souvent l'énergie comme d'abord, on peut penser d'abord à une problématique de technologie. Alors bien évidemment, c'est une problématique de technologie, puisque on a eu des développements qui étaient beaucoup assis sur l'exploitation et l'utilisation d'hydrocarbures, et on doit maintenant lutter pour trouver d'autres éléments, envisager l'énergie différemment du point de vue technique, mais pas seulement, parce que l'énergie, ça n'est pas qu'une question technique, et peut-être que ça n'est surtout pas une question technique. Ça, je laisse Vincent rebondir là-dessus. Alors effectivement, parfois on s'aperçoit qu'il y a des solutions qui fonctionnent très bien sur le point technique, dont on a besoin, mais qui s'avèrent, avec les systèmes de prix qu'on a actuellement, ne pas fonctionner. Et c'est là, c'est un peu ce que j'évoquais tout de suite avec le prix du carbone. C'est là que quand un marché ne permet pas d'imposer quelque chose dont on a besoin parce que ce n'est pas rentable avec les prix actuels, ça nécessite qu'on le corrige, qu'on mette en place des politiques économiques. Et notamment, si on parle d'énergie renouvelable, c'est tous les mécanismes de subventionnement des énergies renouvelables. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça peut être très compliqué. Et l'hydrogène, c'est la même chose, quoi. On peut à la fois subventionner. Donc ça, c'est mettre une valeur sur une externalité positive. Je renvoie au détail les gens que ça pourrait intéresser. Et puis pour le prix du carbone, c'est mettre une valeur sur une externalité négative. Mais dans tous les cas, il faut une politique économique pour faire en sorte que le marché rendre compétitif ce dont on a besoin, et en l'occurrence l'hydrogène. D'accord, merci. On entend beaucoup parler de l'hydrogène comme une source d'électricité plus propre, mais comment ça marche? Alors, ce n'est pas une source, en fait, c'est ce qu'on appelle un vecteur d'énergie. Alors pourquoi? Parce qu'à l'inverse, par exemple, du pétrole qu'on va trouver à l'état naturel, qu'on va extraire et exploiter directement,
L'hydrogène, on le trouve très peu à l'état naturel, donc il faut le fabriquer. Donc un vecteur d'énergie, il n'existe pas à l'état naturel, on le fabrique. Par contre, il a des usages multiples et on peut le convertir en beaucoup d'autres formes d'énergie. C'est la même chose pour l'électricité qui n'existe pas à l'état naturel. Il faut la produire, ensuite on l'utilise. Donc l'hydrogène, c'est un vecteur d'énergie et qui est complémentaire de l'électricité, puisque on peut passer de l'électricité à l'hydrogène à partir de l'eau. Enfin, quand on a de l'eau et de l'électricité, on peut, avec un électrolyseur, fabriquer de l'hydrogène et de l'oxygène. Et quand on a de l'hydrogène et l'oxygène de l'air, on peut fabriquer à travers une pile à combustible de l'électricité. L'idée de ça, en fait, c'est de pouvoir stocker l'énergie issue du renouvelable. Parce que le problème du renouvelable, enfin un des problèmes du renouvelable, c'est qu'il est intermittent et il n'est pas pilotable. On ne pilote pas le vent, on ne pilote pas le soleil. Donc ça permet de le stocker et on produit de l'hydrogène quand l'énergie est disponible, même si on n'en a pas besoin. Et puis comme il est stocké sous forme d'hydrogène, on peut avoir de l'électricité au moment où on en a besoin, même s'il n'y a ni soleil ni vent. D'accord. On entend aussi beaucoup dire est-ce qu'une énergie plus propre est-elle forcément moins coûteuse pour un consommateur ? Alors, il y a la question effectivement de l'économie d'énergie si on a des appareils plus vertueux, mais ça c'est des choses complexes parce qu'il y a parfois ce qu'on appelle des effets de rebond qui font que parfois quand on a quelque chose qui consomme moins, on va l'utiliser plus parce que ça coûte moins cher. Donc ça c'est très compliqué à estimer. On arrive quand même à avoir un bénéfice à la fin, mais c'est compliqué. Par contre, moi, ce que je peux dire de façon générale, et d'autant plus parce que le thème de la fête de la science, c'est cette année le climat, c'est que produire de l'énergie de manière plus propre, et notamment en intégrant la valeur liée au changement climatique, les dommages environnementaux, donc cette valeur qui a un coût, donc c'est nécessairement plus coûteux. Il ne faut pas raconter des histoires. Hein. Forcément, si on produit de l'énergie propre, ça va coûter plus cher. Mais alors, moi, je parlais encore des marchés carbone. Hein. Je pense qu'une vraie vertu de ce mécanisme, qu'on comprend parfois pas très bien, et c'est aussi peut-être de la faute des économistes qui l'expliquent peut-être pas assez, c'est que c'est aussi un mécanisme redistributif, parce que quand on paye le prix du carbone, on collecte un revenu qui peut être alloué aux gens qui n'ont pas les moyens de changer de voiture, de chaudière, etc. Donc certes, c'est plus coûteux, mais on a aussi des mécanismes qui permettent de corriger ça. Alors, moi j'aime bien prendre cette image, hein, si on taxe Jeff Bezos qui va dans l'espace et qui émet énormément de carbone, en fait on peut récupérer cet argent grâce au prix du carbone pour subventionner le changement de voiture et de chaudière des gens qui n'ont pas les moyens. Donc c'est quand même, en tout cas c'est assez séduisant sur le papier. C'est vrai. Vous travaillez sur un projet commun, PAS. Pouvez-vous nous en dire plus, Madame Perrin ? Oui, l'idée du projet, c'est un projet qui est subventionné par l'Agence nationale de la recherche, donc un organisme, une agence de moyens pour la recherche, et dans le cadre d'un appel de l'Université Bourgogne-Franche-Comté. Et l'idée était de travailler de manière pluridisciplinaire, notamment en alliant l'économie et la gestion avec les technologies de l'hydrogène pour aller identifier les accélérateurs et les freins du développement des multiples usages de l'hydrogène sur la région Bourgogne-Franche-Comté. C'est un projet qui s'étend sur 3 ans et qui ambitionne de faire dialoguer en fait ces disciplines parce que comme on l'a dit, elles sont liées. L'énergie en fait c'est un sujet qui a besoin d'avoir plusieurs angles pour comprendre comment le traiter. Il y a beaucoup d'activités de recherche en Nord-Franche-Comté. Est-ce que vous pouvez nous parler du FC Lab dont vous êtes directrice ? Oui. Alors FC Lab c'est un modèle assez original dans le paysage universitaire puisque moi je suis chercheuse à FEMTO-OST comme nombre de mes collègues et on travaille donc au sein du laboratoire plutôt sur les sujets de recherche appliquée mais plutôt amont et pour cela on a besoin de moyens expérimentaux et qui ont été développés dans une plateforme. Alors l'idée d'FC Lab, en fait, c'est de se dire tous ces moyens qui ont été développés pour la recherche peuvent être également mis à disposition des industriels et de la recherche, du développement et de la R&D des industriels. Donc nous, FC Lab est chargé de gérer cette plateforme, l'ouvrir aux industriels, maintenir tous les équipements pour faire cohabiter ces activités d'industriels et de chercheurs.
et de créer du lien, puisque à partir d'une simple prestation, utiliser des équipements, on peut en fait faire surgir des sujets de collaboration entre la recherche privée et la recherche académique. Et donc ça permet d'aller transférer là aussi les résultats de la recherche universitaire vers la recherche, vers les développements industriels, et donc soutenir le développement d'une filière industrielle, notamment sur le territoire. Merci. Monsieur Bertrand, vous êtes directeur du réseau EDENI de l'Université de Franche-Comté. Qu'est-ce que c'est concrètement ? Alors ce réseau EDENI, vous l'avez dit au début, moi je suis affilié à un laboratoire aussi, qui est le laboratoire CRES, qui est le laboratoire de sciences économiques de l'Université de Franche-Comté. Mais ce réseau EDENI, c'est un réseau de chercheurs à l'Université de Franche-Comté, mais qui fédère des chercheurs de différentes universités. Donc on a des chercheurs de Grenoble, de Rennes, de Montpellier, de Paris, etc. Donc c'est vraiment multisite et pluridisciplinaire, parce qu'on a à la fois des gens qui font de l'économie de l'énergie et du droit de l'énergie. Alors c'est pas forcément évident de l'extérieur, mais c'est pas du tout la même chose. Et c'est original, en tout cas c'est la seule initiative qui a cette tonalité-là, pluridisciplinaire, entre des économistes et des juristes spécialistes de l'énergie. Donc ça n'existe pas ailleurs. Donc c'est quelque chose qui est assez récent, mais qui fonctionne pas trop mal pour cette raison. Et puis, effectivement, on a plein de projets de recherche. On a un site internet sur lequel je vous invite à aller faire un tour, sur lequel vous pourrez trouver les articles de recherche qu'on auto-édite avec le réseau EDENI, notamment quelque chose qui est plutôt dans la tonalité de la fête de la science, parce qu'on fait des articles de vulgarisation scientifique. Et puis on organise aussi des conférences. Alors des conférences de vulgarisation scientifique, et puis des conférences qui sont des lieux d'échange entre les entreprises et les chercheurs, et puis de façon générale la société, qu'on appelle les matinées de la transition énergétique, et dont, alors je le dis puisqu'on m'a invité à le faire, donc on va en organiser une le 10 novembre prochain à Montbéliard également, et avec pour thème l'hydrogène, donc ça tombe bien. Voilà. Pourquoi est-ce important pour vous de participer à la fête de la science, Madame ? Alors, c'est très intéressant d'aller à la rencontre du public. C'est toujours impressionnant de voir l'appétence des enfants pour les sujets scientifiques. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas d'imaginaire négatif autour de tout ça. Ils sont curieux et posent des questions. Alors ça, c'est toujours très intéressant. La diversité des publics, on a des personnes dont c'est pas le métier, mais qui sont très informées et qui ont soif d'avoir des informations supplémentaires. Des personnes qui ne sont pas du tout, pas particulièrement spécialistes, juste curieux. Et ce contact-là est très, très agréable. Et puis c'est normal que nous sommes des chercheurs de l'université. Donc on est subventionné sur appel à projet par des fonds publics. Alors c'est normal de temps en temps, une fois par an minimum, de venir rendre compte, parler avec les citoyens. Parce qu'ils sont là aussi ce sont eux en fait qui ont subventionné nos recherches et qui ont apporté ces fonds-là. Donc c'est normal de voir ce retour-là. D'accord. Et vous, Monsieur Bertrand, qu'est-ce qui vous a donné l'envie de venir ici ? Alors déjà je dirais le thème, moi le changement climatique c'est un sujet sur lequel je travaille depuis longtemps. Donc voilà, c'est forcément changement climatique, atténuation et adaptation, c'est des sujets qui me parlent. Et puis je dirais pour les mêmes raisons, donc on a en tant que chercheur, alors on a parlé tout à l'heure du métier d'enseignant-chercheur, effectivement dans enseignant-chercheur il y a l'enseignement et la recherche, et j'y verrais même une troisième fonction qui est l'idée de passage auprès de la société, auprès des entreprises, auprès du monde réel, j'allais dire, d'une certaine manière, de nos travaux de recherche, de nos résultats, et donc une journée comme celle-ci, c'est l'occasion rêvée, quoi. Et puis si on peut aussi susciter des vocations de futurs scientifiques, ça c'est encore mieux. Petite question d'un enfant, Rateb, 7 ans, se demande comment recharger une tablette avec une pile à combustible. Alors il a bien raison, c'est tout à fait possible. Alors si on est comme ici, là, à Montbéliard, on a à disposition le réseau, donc assez facilement, on va pouvoir trouver une prise quelque part et faire cette recharge. Ça peut être il y a des endroits du monde où c'est très différent.
où on n'a pas un accès au réseau, où le réseau est instable, n'est pas disponible tout le temps, ou des régions, des endroits isolés du réseau, auquel cas on peut avoir un groupe électrogène. Ceux qu'on connaît sont les groupes électrogènes diesel. On peut faire le même type de choses avec de l'hydrogène, où là on sera silencieux, sans vibration, on n'émet pas de CO2, on n'émet pas de polluants. Et donc on peut tout à fait recharger une tablette ou n'importe quel appareil électrique, exactement comme si on avait un accès au réseau. Merci beaucoup Madame Perra pour vos réponses. Merci beaucoup à vous, monsieur. Merci à vous. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez la retrouver sur YouTube en replay sur la chaîne de l'IUT Belfort-Montbéliard. Nous nous retrouvons tout de suite pour une nouvelle émission. Au revoir.